Est-ce vraiment important que les filles fassent du football? Le système du genre s'appuie sur deux piliers. Premier pilier, les stéréotypes de sexe, clichés et injonctions vestimentaires qui opèrent une classification entre tous les êtres humains, d'un côté les femmes, d'un côté les hommes. Des robes, des talons aiguilles, du maquillage, des sacs à main pour les unes, et pour les autres, plutôt des interdits symboliques. Pas de robe, pas de maquillage, pas de talons aiguilles, pas de sac à main. Vêtements physiques qui se doublent d'un vêtement social. Qu'est-ce qu'être une petite fille? Qu'est-ce qu'être un petit garçon? Qu'est-ce qu'un jouet de fille? Qu'est-ce qu'un jouet de garçon? Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qu'être une femme? Mais aussi, qu'est-ce qu'être une mère? Qu'est-ce qu'être un père? Ces stéréotypes ne disent rien des inégalités. Parce que le contraire de l'égalité n'est pas la différence, mais l'inégalité. Et alors apparaît le deuxième pilier du genre, le sexisme. Après avoir consenti collectivement à cette classification, d'un côté les femmes, d'un côté les hommes, nous allons hiérarchiser ces groupes sociaux de sexe. Voilà les effets du stéréotype et du sexisme. Des bodys, des vêtements qui s'adressent aux bébés entre 0 et 18 mois, bébés dont on ne peut distinguer le sexe. Alors, premier effet vestimentaire, le rose, le bleu, les adjectifs déclinés au féminin et au masculin. Qu'attend-on du monde des petites filles? Qu'elles soient jolies, coquettes, belles, mais qu'elles soient amoureuses aussi, qu'elles prennent soin, qu'elles soient élégantes. Et attention, des attendus sur le têtu. Parce que têtu, c'est dérangeant, c'est embêtant pour le groupe. Mais qu'attend-on du monde des petits garçons? On attend des valeurs sociétales, des valeurs qui font sens dans le travail. La question de la vaillance, de la détermination, de l'habileté, des attendus sociétaux qui font valeurs humaines, la force, le courage, l'espièglerie et la ruse qui font appel à l'intelligence. Et voilà que se situe le premier effet du sexisme, ce que Françoise Héritier a appelé la valence différentielle des sexes, l'inégale valeur entre le monde des femmes et le monde des hommes. Deuxième effet du sexisme, l'imperméabilité des groupes sociaux de sexe. Parce que pour tenir cet ordre social, il faut tenir la distinction. Il faut pouvoir immédiatement repérer où sont les dominés des dominants. Et alors, l'enjeu est que les hommes n'aillent jamais, jamais dans le groupe, dans les valeurs des femmes, qu'ils ne soient pas perméables, qu'ils ne traversent pas, qu'ils ne transpirent pas ce monde-là. Parce qu'alors, c'est la honte, c'est déchoir. C'est ce que dit Iggy Pop. Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme parce que je ne pense pas qu'il soit honteux d'être une femme. De cette inégale valeur entre les femmes et les hommes vont naître toutes les phobies. Homophobie, lesbophobie, transphobie. Parce que traverser est comme irréversible. Et alors on entendra, pour ce petit garçon qui voudrait une poupée à Noël, pour ce petit garçon qui voudrait se déguiser en fée pour le carnaval, allons, ne joue pas comme une fille, ne pleure pas comme une fille. Hé, t'es un bonhomme, toi. Alors je n'aurais cessé dans mon travail de chercher où sont la perméabilité des groupes sociaux de sexe, où, dans le loisir des jeunes, dans les cours de récréation, dans l'espace public, les femmes et les hommes entrent en relation, se mélangent, transpirent ensemble, jouent ensemble, suent ensemble, après avoir analysé plus de 20 000 données statistiques sur l'ensemble du territoire français. Je suis obligée de vous dire que ces lieux-là sont très, très peu nombreux. Il y a des sports de filles, des sports de garçons, des sections féminines, des sections masculines. Les cours de récréation sont occupés à l'espace central par les petits garçons qui jouent au football et aux petites filles qui sont reléguées sur le côté avec des marelles qu'on leur a dessinées. Avec un espace public où l'ensemble des équipements publics, city-stade, skate-park, boulodrome, sont occupés à plus de 90% par les hommes. Les hommes occupent l'espace public, les femmes traversent l'espace public. Mais alors, quelle est la conséquence de cette non-mixité? Ça n'est pas un non-message, c'est un message que nous transmettons à nos enfants. Nous disons la relation est compliquée, la relation est difficile, on ne vous permet pas de vous mélanger. Alors, première conséquence de la non-mixité, c'est la hiérarchie dans les loisirs. Parce que quand on distingue, alors on va faire le choix de soutenir le loisir des jeunes garçons. On va mettre de l'équipement, on va dédier de l'argent,
et on fera moins le choix de soutenir les filles dans leurs loisirs. Elles vont être reléguées à l'espace privé. Mais la conséquence de cette non-mixité pour les filles, c'est qu'elles restent dedans, que le monde qui leur est attaché est celui du dedans, le monde scolaire. Et alors ne pas pouvoir passer le seuil, ne pas pouvoir aller dehors, eh bien, c'est ne pas pouvoir prendre sa place publique, parce que c'est le seul endroit, le dehors, qui fait société. C'est l'endroit de la parole citoyenne, l'endroit de la négociation, l'endroit du vivre ensemble et du être ensemble. Deuxième conséquence de la non-mixité, c'est qu'alors dire les filles et les garçons ne peuvent se mélanger, par exemple dans le loisir sportif, sous couvert d'une inégale performance, c'est dire que toutes les filles entre elles sont à inégale valeur dans la performance contre tous les garçons. Nous pourrons acquérir une technicité, la possibilité de compétiter avec les autres. C'est dire au monde des garçons, vous êtes tous uniformément meilleurs que les filles. Mais non, parce que dans le monde des garçons, il y a aussi des garçons qui sont plus fragiles, il y a aussi des garçons en surpoids, il y a aussi des garçons qui sont moins performants. Alors, il va falloir rechercher la relation. Et pour cela, je travaille dans les écoles. Que me disent les petites filles lorsque je les rencontre dans les classes ? Ah, madame, nous, on n'a pas le droit de jouer au football. Je fais pardon ? Alors, on va discuter ensemble. Qu'est-ce qui fait le droit ? Qu'est-ce qui fait la règle dans la cour de récréation ? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de jouer dans les toilettes, on n'a pas le droit de se battre, on n'a pas le droit de s'insulter. Oui, ça. Mais de jouer au football, tout le monde a le droit. Et de ce petit garçon qui est dans une école où le jeudi, eh bien, il est interdit de jouer au football. Voilà, pour développer d'autres jeux. À qui je demandais, toi, à quoi joues-tu à la récréation ? Et qui me disait, le lundi, je joue au football, le mardi, je joue au football, le vendredi, je joue au football, et le jeudi, je m'amuse. Parce que oui, c'est aussi ouvrir le monde des possibles, entrer en relation et faire les petits jeux de filles. Alors, je vais terminer sur cette phrase. Entre j'ai le droit et je veux faire quelque chose. Entre l'égalité et la liberté, il y a est-ce que je peux le faire ? Et le pouvoir, rendre possible, c'est ce qui nous appartient. Parce que cet micro-espace public de la cour de récréation, c'est aussi la capacité que nous avons, nous, tous ensemble, de négocier et de partager. Parce que partager, ça n'est pas avoir un gâteau pour chacun ou chacune d'entre nous. C'est bien avoir le même gâteau et en faire des parts. Et faire des parts, c'est renoncer et négocier. Alors, il faut absolument se mélanger. Je vais donc vous poser cette question. Comme le formule si bien Geneviève Fraisse, n'est-il pas venu le temps du non-consentement à cet ordre social ? Parce que je vous le dis, il n'est plus le temps de lutter ensemble, mais bien de vaincre.